Juste avant l'épisode, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre les vendredis, et que ce soit sur les plateformes d'écoute ou également sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, si vous pouvez prendre quelques secondes là, maintenant, tout de suite, pour vous abonner, ou liker, ou même activer la petite cloche, ce serait vraiment très sympa. Et puis, ça nous permettra de faire grandir cette communauté, et puis également de permettre d'inviter ces personnalités exceptionnelles. Merci. Et maintenant, place à l'épisode. Je commence à jouer avec cette idée d'une vasque volante. Et la personne de mon équipe qui travaillait sur le projet, à un moment, je viens dans mon bureau et il me dit « Bon, bah là, Mathieu, il nous reste 10 jours quand même pour avoir l'idée de la vasque, commencer à faire une image, un montage, etc. Est-ce que vous avez une idée, Mathieu ?» Et je lui dis « Je pense à une montgolfière. » Et il dit « Ouais, non mais d'accord, mais sans blague. Tu n'existes pas parce qu'effectivement, tu es trop nombreux, donc mathématiquement, tu te dilues dans le reste, parce que tu es le dernier, tu es le plus jeune, parce que dans cette fratrie de 7, on est 5 mecs, prendre la place, ouais. Et puis tu vas à des réunions de famille où ils sont encore plus nombreux, et tu n'es plus 7, peut-être 200, 300, et là tu n'existes encore moins, et ils s'appellent tous le Hanner. Mais je suis convaincu qu'à 5-6 ans, je me dis, mais vous savez quoi, là, vous n'avez rien à foutre de moi. C'est-à-dire que voilà, je suis là. Mais je pense que je me dis, je ferai une OPA sur ce nom. Google n'existe pas, mais s'il existait, je pense que je me serais dit, vous savez quoi, faites les malins, mais quand vous taperez Google un jour, c'est Mathieu qui aura à côté. La beauté, c'est éventuellement un outil, c'est éventuellement un moyen, c'est jamais le fin mot de l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'était vrai pour la torche, elle est peut-être encore plus pour la vasque olympique, c'est qu'est-ce que je veux produire ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. C'est à mon invité d'aujourd'hui que l'on doit la torche olympique et la vasque qui a enchanté les Jeux de Paris 2024. Il a récemment été élu designer de l'année. Ses créations sont en place depuis plus de 20 ans dans les collections du MoMA, des Arts Déco, du Centre Pompidou. Figure incontournable du design international, reconnu pour l'élégance de ses pièces, il n'en reste pas moins attaché à l'utilité de ses œuvres. Le temps d'une pause, ce créateur engagé a accepté de nous parler de sa trajectoire unique et des coulisses de ses créations. Bonjour Mathieu Le Hanner. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Bien, c'est une drôle de période. C'est une drôle de période parce que ça a été tellement intense il y a quelques semaines ou mois, je sais déjà plus très bien d'ailleurs, que là, il faut à la fois reprendre sur tout un tas de choses, mais je suis encore un peu en l'air. C'est une petite mort ? C'est peut-être une petite mort, c'est un petit postpartum, c'est un petit, je sais pas. Il est dur le postpartum, il peut être dur. Mais justement, on va commencer par là, parce que c'est un moment certainement unique dans une vie. Raconte-nous comment ça se fait que ce soit toi qui gagne des appels d'offres. Alors, d'abord, j'en ai perdu beaucoup des appels d'offres. Hein. Il y a eu plus d'échecs que de victoires, mais celui-là, il était gagné. Ça commence un peu comme ce que tu décris, c'est-à-dire qu'effectivement, tu reçois un coup de téléphone fin 2022, peut-être octobre ou novembre 2022. Allô Mathieu, ici Paris 2024, j'adore ce que tu fais. Et on s'apprête à lancer un concours, un appel d'offres pour dessiner la torche olympique et la vasque olympique. Qui t'appelle ? C'est qui spécifiquement ? C'est Joachim Ronsin, qui est directeur du design de Paris 2024, qui sera ensuite en charge de toute l'image des Jeux. Et ils sont en train de faire un peu leur casting. Leur équipe, enfin même pas l'équipe, parce qu'à la fin il restera qu'un seul joueur, mais toutes les personnes qu'ils ont envie d'interroger pour répondre à ce sujet-là. Tu sais combien vous êtes à ce moment-là ? Et je pose la question parce que d'abord je lui dis bon écoutez je suis pas un grand fan des concours, je trouve que c'est pas la meilleure façon de se rencontrer parce qu'en général on vous appelle à réfléchir à un sujet mais vous n'avez pas vraiment rencontré des personnes à ce moment-là, hein. Ça se fait de façon assez formelle, hein. Vous recevez des documents, des lettres, etc. Et vous rencontrez les personnes qu'au moment où vous présentez le projet. Donc pour moi, c'est pas comme ça, c'est pas la meilleure façon de faire une belle histoire d'amour, même professionnelle. Donc je leur dis voilà, je suis pas très chaud pour un concours, mais
Quand même. Mais quand même, voilà. C'est les Jeux Olympiques, donc oui, je vous dis oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je vais le faire. Et donc plusieurs appels d'offres ou c'était un appel d'offres complet Complet. Entre la vasque, le Complet chaudron on a à ce moment-là un mois, chacun donc on est 10 ou 12 participants. Et on a chacun un mois pour proposer et dessiner, torche olympique, chaudron du relais, c'est-à-dire que c'est une petite vasque olympique d'une certaine manière qui va suivre tout le relais olympique, et puis la vasque olympique. Et donc première chose quand même qui me pousse aussi à participer, c'est qu'ils ont cette intelligence. Ils en ont beaucoup, mais déjà celle-là, de dire, Paris 2024, on va choisir le même créateur pour dessiner l'ensemble des objets, justement, un peu iconiques, symboliques des Jeux Olympiques. Donc pour créer effectivement une logique, une cohérence à travers tout ça. Et donc là, tu as une dizaine de personnes, tu arrêtes tout, parce que vous êtes combien dans votre société, Mathieu ? Dans ma boîte, on est une petite quinzaine de personnes. Donc là, tu as ce type d'appel d'offres-là. Il y a le montant qui est attaché à ça, tu sais, ou c'est toi qui dois faire le montant, ou ils te disent le budget doit être de Y? Alors, il doit y avoir un budget... Tout est public, ça on peut le lire, parce que tout est public de toute façon. Un budget pour répondre à l'appel d'offres, qui est vraiment de l'ordre du symbolique. Ouais. Mais ensuite, je ne crois pas, de mémoire, c'est pas moi qui m'occupe vraiment de ça, mais je crois pas qu'ils donnent à ce moment-là un montant. Ça va se discuter ensuite. Donc là et je pense que néanmoins, eux, ils l'ont déjà, parce qu'évidemment... je peux t'assurer, être en conseil d'administration de Paris 24, beaucoup de choses sont budgétées. Ouais. Mais donc là, tu dois lancer et là, tu t'arrêtes tout, tu étais en train de travailler sur d'autres choses. Il y a pas c'est le projet à gagner. Alors oui, bien sûr, c'est le projet à gagner. En tout cas, on va tout faire pour. J'arrête tout, je peux pas, parce qu'effectivement, les choses doivent continuer. Et puis, j'arrête tout, je ne veux pas, parce que c'est pas ma façon de travailler. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir plusieurs os à ronger. Et donc, alors celui-là, c'est un nouveau. Et là, évidemment, il a des enjeux un peu plus importants que les autres, mais je veux pas arrêter le reste. Et donc, je commence à jouer avec l'idée dans ma tête. Moi, c'est un peu la façon dont je travaille. Je prends pas de feuilles ni de crayon et commencer à dessiner. Mais voilà, je commence à me dire, qu'est-ce qu'une torche olympique? À quoi ça pourrait ressembler? Qu'est-ce que je voudrais que les gens perçoivent? Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui voit passer le relais pendant quelques minutes ou quelques secondes? Qu'est-ce qui va en garder dans l'esprit? Qu'est-ce que c'est qu'un Français qui voit la torche olympique? Et qu'est-ce que c'est qu'une habitante du Nicaragua qui voit la torche olympique? Parce que là, d'un seul coup, on s'adresse à l'ensemble de la planète. Donc, c'est tout ça. Et donc... Et tu le fais avec une équipe? Non. T'es tout seul. Ouais. C'est comme ça que tu fonctionnes chez toi? Ouais. Ça, c'est un vrai truc... alors, tous les gens ont des façons de travailler différentes. Pour moi, c'est un truc très solitaire. Parce que... je suis pas quelqu'un de brainstorm, je sais pas faire en fait, parce qu'on vous demande de réagir, d'avoir une idée tout de suite. J'ai pas d'idée comme ça moi tout de suite. Donc c'est une chose où, mais presque par timidité, où vous commencez à faire émerger des idées dans votre tête et elles sont fragiles, elles sont un peu foutraques, elles sont souvent pas bonnes. Si c'est que tes idées, à qui tu vas les présenter ces idées? T'as un comité chez toi qui dit non, Mathieu, cette fois-ci c'est très bien, c'est moins bien. Comment tu fais alors que t'en es le patron et la tête pensante? En fait, je vais... alors si, je fais une chose, là, spécifiquement, ce que je fais jamais, c'est que je fais une sorte de alors pour le coup, un brainstorming avec mon équipe, où moi je participe pas d'ailleurs, par timidité, et je les fais réfléchir pendant une semaine sur, je crois, la torche olympique uniquement. Et donc, mais il y a à la fois les personnes de l'administration, les personnes de la compta, toutes les personnes, absolument. Chacun avec ses outils devant, prendre la parole et commencer à évoquer des idées. Et donc, il y a les premières choses qui sortent. À la fin, je sais pas s'il reste des choses dans l'idée finale, mais peu importe. Mais déjà, ça met tout le monde dans cette aventure qui est évidemment un peu extraordinaire. Et ensuite, effectivement, c'est assez solitaire et vous jouez avec des idées et vous dormez un peu avec et le lendemain, vous voyez lesquelles tiennent encore un peu la route, lesquelles ont déjà disparu d'elles-mêmes. Et puis, voilà, jour après jour, c'est comme ça qu'une idée, en tout cas pour moi, se construit. Et donc, les premières personnes à qui je vais à un moment les soumettre, alors une fois que je suis un peu sûr qu'elles sont pas trop mauvaises, ça va être mon équipe pour commencer à transformer une idée, parfois un bout de dessin, mais parfois c'est que des mots d'ailleurs, pour commencer à en faire des premières images, pour voir si, lorsque la chose commence à ne plus m'appartenir et que je la regarde avec du coup un peu plus d'objectivité, est-ce qu'elle me semble bien ou pas.
Et donc, dans le bien ou pas, c'est la beauté d'un produit, c'est l'utilité du produit, ça répond bien à l'appel d'offres, parce que l'appel d'offres était très concret dans ce qu'on t'a apporté. Non, la beauté, c'est éventuellement un outil, c'est éventuellement un moyen, c'est jamais le fin mot de l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'était vrai pour la torche, ça l'est peut-être encore plus pour la vasque olympique, c'est qu'est-ce que je veux produire ? Mais dans le sens d'une personne qui va voir la chose, ou qui va porter la chose, ou qui va venir au bord du jardin des Tuileries voir l'envolée. Qu'est-ce que je veux qu'il se produise dans sa tête, dans son cœur, dans ses poils, dans ses souvenirs, et souvent d'ailleurs, je me pose la question, qu'est-ce que je veux qu'il raconte le soir, quand il rentre chez lui, ou qu'elle rentre chez elle, ses enfants, ses amis, ses cousins. Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai vu le relais olympique. Ah bon, tu as vu le relais olympique ? Et oui, j'ai vu la flamme olympique et la torche. Et on sait tous qu'à ce moment-là, la personne, qui que ce soit, ne va pas décrire la torche. Parce que il y a une courbe ici, une courbe là, ici c'est droit, c'est impossible. Donc, il y a des mots qui vont passer en disant « Ah, ben, elle m'a plu parce qu'elle est assez simple, parce qu'elle est assez pure, parce que elle est un peu précieuse, mais à la fois elle est abordable. » Voilà. Donc j'essaie de penser l'objet à travers ce que je voudrais que les gens en gardent ou en transmettent. Donc là, on se retrouve à la fin du premier mois, première semaine équipe, tu travailles dessus. Là, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, tu remets tes premières idées à la fin de ce mois-ci. Ouais. Donc là, de 12, vous passez à... Comment ça ? Raconte-nous. Et alors je repense à une question que tu posais, à qui je le partage. Je pense à la vasque olympique. Vasque olympique, donc on a travaillé d'abord sur la torche. On commence à dessiner la torche, on se dit c'est bon, on tient quelque chose. Et bon, maintenant il faut commencer à bosser sur la vasque. Et je commence à jouer avec cette idée d'une vasque volante. Voilà, je vois que ce soit une chose légère, visible de partout, etc. Et la personne de mon équipe qui travaillait sur le projet, à un moment, je viens dans mon bureau et il me dit « Bon, bah là, Mathieu, il nous reste 10 jours quand même pour avoir l'idée de la vasque, commencer à faire une image, un montage, etc. Est-ce que vous avez une idée, Mathieu ?» Il y en a qui me vous voient, qui me tutoient dans l'équipe. C'est sympa, mixé, ça. Voilà. Et je lui dis « Bah, je pense à une montgolfière. » Et il dit « Ouais, non mais d'accord, mais sans blague. » Sans blague. Il te dit sans blague. Ouais, sans blague. Il dit non mais d'accord, mais non, sans rigoler. Maître sans rigoler Yoda, parce que sans voilà, blague. sans rigoler, ça. Je sais pas. Je pense qu'il y a un truc. Regarde. Donc au début, typiquement sur cette idée-là. Cette idée, elle vient de toi. Oui, absolument. Mais ce qui m'est renvoyé par le membre de mon équipe, qui est un designer, dit ok, c'est marrant, mais bon. Maintenant, faut pas rigoler parce que c'est 10 jours, quoi. Paris 2024 et il y en a que 10 jours, quoi. Et en fait, je vois que voilà. Qui commence à faire sienne cette idée, il s'est dit « Ah ouais, d'accord, effectivement, pourquoi pas, on va commencer à faire des images, on va regarder ce que ça donne, etc. » Et donc... Tu l'as imaginé où, au départ ? Je ne l'ai pas imaginé. Tu l'as pas imaginé ? En fait, non, j'ai Quand pas tu mets le imaginé... premier plan, tu la mets quelque part ? Je la mets dans le ciel. Tu la mets dans le ciel. Je la mets dans le ciel. Mais pas au-dessus du stade olympique ou... Je la mets au-dessus du ciel de Paris. Et c'est là que je vois et que mon équipe voit que... Donc on se met dans la nuit parisienne, donc on prend une image et on commence à placer l'objet dans le ciel de Paris. Et donc, dans l'image, on a la tour Eiffel qui scintille sur la droite, on a la nef du Grand Palais tout illuminée sur la gauche, et on a ce truc, ce machin qui flotte dans le ciel de Paris, qui est illuminé aussi par la flamme. Et on se dit, mais il y a une évidence, quoi. On parle même pas de l'histoire, des vols habités, etc. Mais en fait, l'objet, il est fait pour être ici, où Paris est fait pour avoir un objet comme celui-là. Donc on se dit, bon, il y a un truc qui marche. Et donc ensuite je soumets le projet, et puis on m'invite à le présenter devant un jury, donc le jury de Paris 2024, où il y a, je sais plus, 15-20 personnes qui sont là, Thierry Reboul qui est là. Thierry Reboul, donc, qui est le responsable justement de Joachim, et qui est responsable de tous ces sujets des cérémonies, du design, de la marque. Exactement. Et il y a des personnes de chez ArcelorMittal, dont j'apprends ce jour-là, qui seront partenaires de la torche olympique. Donc, toutes ces personnes qui sont là, et donc vous êtes tout seul avec vos petits bras, et en train d'essayer d'expliquer ou de défendre ce que vous voulez défendre. Et je voyais bien qu'il y avait une sorte de... Je suis sorti du rendez-vous, c'était pas un rendez-vous, c'était vraiment c'était un jury, quoi. Ouais. On n'emmène pas large, hein. Mais T'as mis ta il y avait cravate ? un vrai T'as mis ta enthousiasme. cravate ou pas ? Non.
J'aurais eu l'air con si j'étais venu en cravate, parce que c'était pas trop l'esprit de la maison là-bas. Mais non, vous arrivez... voilà, tu dois plaire. Ouais, plaire, et puis pas faire le guignol, Ouais, et puis c'est des enjeux importants, et tout le monde passe du temps, Ouais. c'est pas rien. Et c'est essentiel pour les Jeux Olympiques. Exactement. La torche et la vasque sont des choses essentielles. Dans l'image, en plus, pour Paris 2024, c'était un sujet essentiel de montrer qu'on pouvait faire les choses différemment. Et puis la première chose que je découvre, c'est que donc vous attendez dans une sorte de salle d'attente, on vous ouvre la porte, rentrez, voilà, et quelques jours ou semaines avant, vous avez envoyé le dossier et le projet en images par mail et machin. Donc ils ont déjà tout quand vous rentrez dans la salle. Et là, j'ai fait quelques jurys dans ma vie. Je vois une sorte d'accueil, de chaleur que j'avais jamais vu. Jamais vu. D'habitude, un jury surjoue le formel. Ouais. C'est très froid, volontairement très froid, cravate et compagnie, pour que... Mais je peux comprendre l'idée, c'est qu'il faut que personne ne préempte ce qu'il peut lui aimer personnellement, parce qu'ensuite il va y avoir une discussion collégiale, j'imagine, entre les membres du jury. Donc chacun est en général assez mutique, très froid, ne voulant laisser passer aucune émotion. Bien sûr. Là, rentrez Monsieur Le Hanner, les gens se lèvent, serrent la main très chaleureusement, je pense qu'il en fait pour tout le monde, mais disons, voilà, on est très content de vous voir, on a plein de questions à vous poser. Et je me souviens, je leur dis, mais j'espère que c'est pour des questions positives. Ah, on est hyper excités par le truc. Ça met bien, ça détend. Donc il y avait une vraie envie, une vraie excitation chez eux. Et puis j'avais pris quand même un petit risque, calculé, mais je le fais toujours comme ça, c'est que je venais avec une seule proposition de torche et une seule proposition de vasque. On avait le droit, légalement, de proposer 5 torches, 10 vasques. Voilà. Statistiquement, on peut se dire, proposer 10 vasques, on maximise ses chances. Moi, je le fais jamais, parce que je mets tout, une fois qu'il y a une idée qui émerge, je mets tout dans celle-là. Et puis, je trouverais ça absurde de proposer des choses qui vont elles-mêmes se concurrencer. Donc tu fais table. Ouais, tu mets tout à la table, absolument. Tu fais banco. On y va. Et il me pose moi la question, et vous avez d'autres projets à nous présenter? Non. J'espère qu'il va plaire celui-là. J'ai que celui-là, je suis désolé. Quand tu sors, tu sens aussi, tu vois des sourires, tu vois un moment où... Oui, tu sors, t'es optimiste, t'es mesuré mais optimiste. Je suis très optimiste et je suis très heureux du moment, parce qu'encore une fois, c'était un super bon moment. Après, je les ai jamais rencontrés, donc peut-être qu'ils sont humainement comme ça avec tout le monde. Qu'ils sont techniques un peu d'ingénieur où tu dis voilà, tu n'as pas forcément les réponses. Grave, parce que ils me disent est-ce que vous avez une idée où est-ce que vous voulez l'installer dans Paris? Je lui dis, écoutez, non, non. Alors, je leur dis pas qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais c'est un peu vrai. Mais non, donc je l'ai placé au centre de Paris, bien sûr, mais précisément, je sais pas. Et puis, ils me disent, bon, alors, c'est très beau, cette idée d'une flamme olympique qui va monter, alors vous me dites, à 70 mètres de hauteur, c'est très bien. Comment vous envisagez la flamme? La flamme, je sais pas, je pense qu'il peut y avoir des sortes de conduits, de tuyaux qui vont emmener le gaz à 60 mètres de hauteur. Mais voilà, je leur dis, et sans doute, il est un peu trop tôt là pour moi avoir les réponses techniques. Mais je vois bien que ma réponse, elle est vraiment très limitée, très candide, naïve. Très conne, disons-le. Et donc là, Thierry Reboul, le responsable des cérémonies et de la création à Paris 2024, dit oui, enfin bon, amener une flamme au gaz à 60 mètres de hauteur au-dessus du ciel de Paris, bon, vous avez du culot, monsieur Le Hanner. Donc, c'est un moment où, effectivement, vous amenez une idée. Tu es sur la brèche. Là, à ce moment-là, tu sais que tu n'as pas la réponse. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Mais je vois que dans leurs yeux, c'est pas si grave. Ouais. Voilà. Je vois que c'est pas rédhibitoire. Je vois qu'il n'y a pas une sorte d'effondrement de l'enthousiasme. Et j'apprendrai, en fait, après qu'ils avaient déjà peut-être une petite idée comment la flamme pourrait exister dans ce projet-là. Ils avaient travaillé un peu en amont. Donc là, qu'est-ce qui se passe après? Donc de ce jury, tu as une finale. La jury a décidé que c'était toi directement. Exactement. Et ensuite, il me passe un coup de téléphone quelques semaines après en disant Mathieu Le Hanner, on a la grande joie de vous annoncer que c'est avec vous qu'on va partir. Qui t'appelle?
C'est Thierry Reboul. Thierry. Et il me dit, voilà, pour dessiner la torche olympique, le chaudron du relais et la vasque olympique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête, dans ton cœur, dans ton... Tu le sentais arriver? Tu avais entendu quelques bruits de petites souris? Non, pas vraiment. La première chose que je lui demande, c'est mais pourquoi moi? Enfin, je suis très heureux, merci infiniment, bien sûr, mais je sais pas quoi vous dire, mais pourquoi moi? Et il me dit, bah, alors, on a adoré la torche olympique pour toutes les valeurs qu'elle véhiculait, cette idée d'égalité, l'idée de l'eau, etc. Ça correspond à beaucoup de choses qu'on cherchait sans le trouver. Mais franchement, de vous à moi, la vasque, quelle vasque, voilà. donc voilà, c'est elle qui a aussi emporté le... Pour ceux qui ne connaissent pas Thierry Reboul, une personne exceptionnelle, extraordinaire, sortant vraiment de l'ordinaire, qu'on a eu beaucoup de chance à avoir à cette position chez Paris 2024. On va l'avoir dans quelques semaines à ta place. Il va nous parler aussi, justement, on va lui poser la question un peu à l'envers. Ça sera toujours intéressant. On aura aussi le président, Tony Estanguet, qui viendra aussi ici nous raconter plein de choses. Donc on va voir ces prochaines semaines d'autres personnes clés de ces merveilleux jeux qui vont être là. Je pense que pour toute personne qui a eu un succès réel à travers les Jeux Olympiques, un avant, un après, que ce soit Tony Estanguet, à tout le monde. Toi aussi, tu vois un monde totalement différent, très différent, un peu différent? Je sais pas. Dans mon métier, c'est pas comme un musicien qui vient de sortir un tube et où d'un seul coup, il y aurait tous les producteurs qui vous appelleraient pour que vous signiez dans la maison de disques. C'est une chose qui est moins immédiate que ça. Donc oui, on sent le truc en train de monter, mais c'est pas... Mais on est encore en plein dedans, ça que tu dis. C'est que tu as cette partie-là qui arrive. Justement, le point important, c'est le coup d'après qui est essentiel dans ces cas-là. Quand bien même, il n'y ait pas un avant et un après. Moi, franchement, le meilleur souvenir que je garde, c'est tout le développement de ces trucs-là. Toute la mise au point de la torche. 2 ans de ta vie et tes équipes. C'est dingue. C'est sublime parce que vous bossez avec des gens incroyables. Vous bossez avec les Japonais qui vous fournissent les pièces les plus précises possibles pour faire la combustion catalytique dans la torche que personne ne verra, donc personne n'a entendu parler. Mais qui viennent chez vous. Vous avez le spécialiste du relais olympique qui arrive à chaque fois, qui est un Norvégien, qui arrive d'Oslo, qui est le pape du relais olympique et qui vient mesurer au millimètre près si votre flamme elle est réglementaire. Voilà. Donc vous avez tous les meilleurs qui viennent. Et donc c'est une espèce d'ouragan. Ça qui est vraiment sublime, vraiment parce qu'en effet, il faut bien comprendre, tu as le design sur lequel que tu présentes à ce moment-là, mais après, tu as l'ingénierie pour que tout fonctionne. C'est le plus gros truc. C'est-à-dire que dessiner une vasque olympique ou une montgolfière, si on veut le dire un peu vite, sur une feuille... Bon, ça applaudit, le jury est heureux. Ok, voilà, le jury est heureux. Ok, maintenant, il faut l'implémenter. Mais ensuite, c'est là que tout commence. Et c'est là ensuite qu'on passe énormément de temps pour trouver des solutions, pour réagir aux problématiques, pour passer par la porte de derrière. Et avec une problématique aussi qui était intéressante par rapport à ces jeux-là, puisque la volonté de Paris 2024 était que tout soit recyclé, qu'on fasse très attention à ces sujets-là. Tu parlais d'ArcelorMittal tout à l'heure, tu les vois dans ce jury-là, parce qu'ils sont choisis comme partenaires pour que l'acier soit de l'acier recyclé. Que ce soit donc en fait que ta torche, qui était le principe de la torche, soit en fait avec un nouveau matériau. Exactement. Et ça a été le cas sur beaucoup de choses que tu as dû en fait gérer post en fait victoire. Ouais, et puis c'est vraiment la partie la plus intéressante. Ouais. C'est vraiment la partie la plus intéressante parce que la meilleure idée du monde ou le plus beau dessin du monde, qui serait fait par le meilleur designer du monde, n'a aucune valeur en tant que tel. C'est-à-dire qu'il sera beau si on arrive à l'emmener jusqu'au produit final. Et la vraie complexité, c'est ça. Donc, autre grand sujet, on en a déjà parlé ensemble, mais je voulais l'aborder. C'est le sujet des Tuileries et donc cette vasque qu'on met aux Tuileries qui rend un moment assez unique pour beaucoup de personnes qui étaient à Paris à ce moment-là, pas que des Parisiennes et des Parisiens, pas que des Françaises et des Français. Et il y a cette discussion qui est toujours quelque part, qui est est-ce que oui ou non, nous devrions remettre la vasque ou pas aux Tuileries. Certaines personnes se sont exprimées là-dessus, disant
ça doit être éphémère. Et donc, la beauté du moment doit participer à quelque chose qui vient du passé, qui restera au passé. Moi, je fais partie des gens qui... Et c'est marrant parce que tu as dit dans ton explication, il manquait quelque chose quand tu l'as vu sur le dessin, c'est ce que vous disiez avec ton équipe. Moi, je pense, comme toi, comme mon équipe, que cette vasque devrait être là, devrait être justement ce lien-là, un peu comme on a des choses exceptionnelles qui ont été faites grâce à cette exposition universelle, ces expositions universelles qui ont eu lieu et qui ont continué à avoir lieu dans pas mal de pays. Il y a des choses qui restent. Toi, tu en penses quoi? Tu es hésitant, tu es sûr qu'il faudrait qu'elle soit là, tu es sûr qu'elle ne devrait pas être là. Donc, est-ce que on devrait l'appeler à qu'elle revienne? Il y a plusieurs choses. Je pense que quand on fait ce photomontage en phase concours et qu'on se rend compte que, en fait, cet objet, il est fait pour être là, et je le découvre après, finalement, c'est que il est fait pour être là dans l'image, mais parce qu'en fait, il y a une histoire qui est liée à ça. Et que cette montgolfière fonctionne, cette vasque olympique fonctionne dans le ciel de Paris parce qu'en fait, il y a une histoire que je ne maîtrisais pas bien, honnêtement, à ce moment-là du processus, mais qui sont en fait toutes les inventions des ballons montgolfiers, ballons hydrogène, etc., qui ont pris place ici. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un inconscient, quand même, collectif, qui fait que, oui, je pense que dans la tête de tout le monde, et même si on ne l'a pas vu, on ne l'a pas étudié, on ne l'a pas vu dans les livres, peu importe, il y a cet inconscient qu'au cœur de Paris, il y a des objets volants. Et donc, je suis convaincu que c'est ce qui fait que quand je fais ce photomontage, on se dit, mais il y a un truc qui est fort. Quand je le présente au jury, ils se disent, mais on adhère. Évidemment. Et que quand on l'installe en vrai, que le public y adhère, mais immédiatement. Alors qu'on vient de mettre un truc qui n'avait rien à faire là, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est la perspective royale, la pyramide du Louvre, l'obélisque de la Concorde, vous mettez un machin gonflable en plein milieu, qui fait 30 mètres de haut, et les gens ont besoin de 5 minutes ou 10 minutes, ou peut-être un quart de seconde, pour dire, mais c'est bon, j'ai compris, j'y adhère, voilà. Et donc, ça veut dire que la chose préexistait. Je crois qu'elle, de cette manière, elle préexistait. Ensuite, elle a existé, voilà, réellement pendant les JO. Donc ensuite, qu'elle reste ou qu'elle reste pas, elle existera. Voilà, elle préexistait, elle a existé, elle existera. Est-ce qu'elle doit exister physiquement, pas physiquement? Honnêtement, j'en sais trop rien. T'as un avis? Oui c'est ton bébé? Oui et non, parce que c'est-à-dire que soit j'ai la certitude que qu'elle réexiste et qu'on ne perd pas un gramme, qu'on ne perd pas un joule, qu'on ne perd pas un watt de l'énergie qui a été déployée par le public essentiellement, espèce d'adhésion, espèce de truc complètement dingo qu'on a tous ressenti si on est venu là sur place. Soit on se dit on est capable d'être un tout petit peu à la hauteur de ce qui s'est produit, mais ça veut dire que il y a des moyens, il y a un budget, c'est des équipes, c'est pas rien, c'est un gros bignou. Soit on se le garde dans la mémoire, voilà. Pour moi, le pire des scénarios... Soit tu le fais vraiment bien. Ah ouais, le pire des scénarios, c'est que oui, on la met, et elle n'a pas beaucoup de budget, finalement, elle n'a pas volé cette année, et oui, c'est vrai, c'est un peu crado, oui, c'est vrai que ça... Et là, pour moi, c'est la catastrophe. Ah ouais, catastrophe. Mathieu, je continue, et on va terminer cette belle pause sur les Jeux Olympiques. On va aller évidemment sur d'autres chemins, mais par une pause amicale. Pause amicale, c'est quelqu'un qui t'apprécie, qui va te laisser un message, te poser une question, et on écoute tout de suite cette première pause amicale. Bonjour à tous les deux. Déjà, merci Alexandre de me laisser la possibilité de poser une question à Mathieu. D'abord, avant la question, déjà remercier Mathieu. C'est vrai que depuis le moment où j'ai vu ton croquis avec cette torche, cette vasque, où je me disais, bon, encore un designer qui dessine très très bien, mais sûrement que l'objet final ne sera pas aussi beau. Et que ce fut beau, magique, majestueux, chaque soirée, voir cette vasque. Les jeux n'auraient pas été les mêmes sans toi, sans ton travail. Merci pour ton état d'esprit, merci d'avoir tant apporté à ce projet Paris 2024. C'était vraiment un régal de bosser avec toi. Alors, question, quel a été ton meilleur souvenir de ces jeux, au-delà de cette vasque? Voilà, tu n'étais pas forcément issu du monde du sport. Quel est ton meilleur souvenir des jeux? Et puis peut-être en quoi ces jeux ont-ils peut-être été une inspiration pour de futures créations? Voilà. Merci encore et je vous embrasse tous les deux. À plus. Tony Estanguet, le grand... Je vais graver ce message sur ma tombe. T'imagines un peu, Tony, tu vas être sur la tombe de Mathieu. Ouais. Grand bonhomme. Mec génial. Donc déjà, ta relation avec Tony, peut-être. Tony Estanguet, qui nous laisse le message, président des Jeux Paris 2024, multi-médaillé, personne
exceptionnel. On s'est très peu vu. On s'est très peu vu parce que j'étais dans les ateliers, les machins, les trucs. Il avait un énorme paquebot à mener à quai. Et à la fois, on s'est peu vu physiquement, mais moi, j'ai toujours senti une espèce de ce qu'on entend là, une grande confiance, une grande bienveillance, une grande aide de sa part, une espèce de truc voilà, qui m'a couvé voilà, tout le long des jeux, qui est tellement précieux. C'est-à-dire qu'une sorte de... C'est celui qu'on connaît, qu'on a connu physiquement, ou qu'on l'a vu à la télé, ou entendu à la radio, peu importe, mais espèce de mec qu'on est obligé d'aimer, qu'on est obligé d'admirer, et qui vous nimbe d'une sorte de force, sans mauvaise pression, sans mauvais stress, sans mauvais... Espèce de truc j'ai choisi, je crois en toi, et maintenant, voilà, on va emmener la chose au bout. Franchement, c'est rare. Ça fait quelques années maintenant que je travaille, que je rencontre des gens, des clients, des commanditaires, des choses comme ça. Il est fréquent le moment où le commanditaire, quel qu'il soit, se met à douter parce que quelqu'un lui a dit, parce que machin, parce que truc, parce qu'il voit, parce que le truc il n'est pas encore bien, il n'est pas encore bien foutu, on n'est pas encore content, etc. Et qui vous fait douter. Tony, mais pas une seconde. Et donc ça, c'est unique. Hein. Et ce meilleur moment, là ? Ce meilleur moment des jeux, franchement, le meilleur moment, c'est le trajet que je fais tous les soirs entre chez moi et le jardin des Tuileries, dont pas mal de soirs où je me dis « Non, mais attends, c'est bon, j'y vais pas, quoi. » Je me suis fait 12 décollages, là, les 12 derniers jours. Il n'y a rien de nouveau, en fait, tu vois. Le soleil se couche, la vasque, elle s'élève, etc. Et où je me dis, putain, dans un quart d'heure, ça décolle. Et puis, j'ai un groupe WhatsApp, on m'envoie les données météo. Donc, je sais tout ce qui se passe en temps réel, sur site, toutes les problématiques, etc. Et je me dis, j'ai encore le temps. Et je fonce sur ma moto, et je descends, et je fonce aux Tuileries. Et ça, ce truc voilà, c'est ce trajet. C'est ce trajet qui est, moi, tout seul dans mon salon, où je me dis, allez, ça va, j'ai assez donné. Et la minute d'après, je me dis, mais en fait, j'ai encore envie. Il faut profiter. Ouais. On va revenir sur ta jeunesse. Donc, tu nais à Rochefort, mais tu restes pas, tu grandis en région parisienne. Tu es le dernier d'une famille avec beaucoup d'enfants. Mais il est là le problème, tu vois, de la prononcer. Tu es le dernier. Voilà, ma femme se moque de moi souvent. C'est que, voilà, je suis le dernier. Donc, je nais en étant le dernier. C'est pas rien d'être le dernier. On pourrait dire le plus jeune, etc. Mais effectivement, c'est souvent ce qu'on entend, c'est le dernier. Et donc, je nais déjà, à mon avis, tout petit, avec le putain, vous allez voir. Et c'est ça. On a tous quand même on a tous nos problèmes et nos fardeaux et nos sacs. Celui-là, il est quand même. Comment tu fais pour exister dans une famille de 9 ? Tu n'existes pas. C'est ça. Non. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas parce qu'effectivement, tu es trop nombreux, donc mathématiquement, tu te dilues dans le reste, parce que tu es le dernier, tu es le plus jeune, parce que dans cette fratrie de 7, on est 5 mecs, prendre la place, et donc, soit tu essaies de te combattre, mais t'as pas les armes, t'as pas les armes, tu perds à chaque fois. T'as pas les codes, t'as rien du tout. Donc voilà, tu perds à chaque fois. Donc tu attends, tu observes, tu écoutes. Et puis tu vas à des réunions de famille où ils sont encore plus nombreux, et t'es plus 7, peut-être 200, 300. Et là, tu n'existes encore moins. Et ils s'appellent tous le Hanner. Voilà. Et là, je te jure, je me suis fait la réflexion plus tard, mais je suis convaincu qu'à 5-6 ans, je me dis, mais vous savez quoi, là, vous en avez rien à foutre de moi. C'est-à-dire que voilà, je suis là. C'est pas que vous m'embêtez. J'existe que je sois là ou je sois pas là, ça change rien. Ça change rien. Quoi. Mais je pense que je me dis, je ferai une OPA sur ce nom. Google n'existe pas, mais s'il existait, je pense que je me serais dit, vous savez quoi, faites les malins, mais quand vous taperez Google un jour, c'est Mathieu qui aura à côté. Voilà. Vous êtes 300, hein, mais voilà. Donc, moi, Et tu penses que c'est à 5-6 ans que tu dis ça, vraiment, si jeune, tu penses ? Ah ouais, c'est très tôt que tu te rends compte. Bah oui, parce que tu
tu nais, effectivement, le dernier, en plus, ils espéraient d'avoir une fille. Bien sûr. Donc, t'arrives, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de garçons, donc t'arrives. C'est une petite déception. Désolé, donc, la première fois que quelqu'un me voit nu, c'est une déception. Tu vois, j'attendais pas à ça. Bon, désolé. Et donc, oui, il n'y a pas de. Je pense que j'ai pas eu d'envie de réussite pour la réussite, j'ai pas eu envie d'argent pour de l'argent, j'ai pas eu envie de notoriété pour la notoriété, mais de me dire, vis-à-vis de ma famille, voilà. Les gars, ça sera. Et quand je serai à une réunion de famille, on verra peut-être pas me dire bonjour, mais à défaut, on me regardera. Oui, forcément. Et aujourd'hui? Aujourd'hui. Quand t'as cette réunion de famille avec les 300, t'y vas? Ils viennent te voir en disant juste, waouh, pour les faire chier, j'y vais pas. Tu vas pas pour les faire chier? Si, bien sûr, j'y vais. Enfin, parfois. Mais. Non, j'ai l'impression que tu vas pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Mais. En fait, il n'y a pas beaucoup de liens, en fait, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de liens avec la famille. Non, parce que quand tu es aussi, tu vois, quand tu es aussi nombreux. Toi, il faut que la façon dont on t'éduque, on passe notre temps à créer des. Moi quand j'ai eu mes premiers enfants, j'en ai que 2 d'ailleurs, mais mon fils naît et quand ma fille naît, ma femme a cette idée de dire je vais donner un cadeau à mon fils pour qu'il l'offre à ma fille qui vient de naître et je vais donner un cadeau à ma fille qui vient de naître pour qu'elle l'offre à mon fils. C'est une super idée. Je l'ai pas eu. Jamais. Voilà. Et tu aurais eu beaucoup de cadeaux. Et donc, il y a le deuxième qui arrive, le dernier qui arrive, voilà, et en fait, tu as créé un truc de ces 2 personnes. Voilà. Et ça changerait tout. Et toi, c'est vrai qu'en étant le 7e, ça rentre dans un sujet où. Et c'est intéressant parce que toi, tu as décidé avec Cécile, ton épouse, de faire les choses vraiment différemment. Vous êtes arrêtés à 2, enfants, justement pour leur donner suffisamment d'amour, en tout cas leur donner du temps que toi, tu n'as pas eu, ou peu, ou pas eu du tout. En fait. Oui, et puis être tellement vigilant sur pouvoir s'adapter à ce qui est l'unicité d'une personne. Voilà. Ça, c'est vraiment une chose à laquelle je crois et qui m'intéresse et que moi, je n'ai pas vraiment vécu en étant au milieu du groupe. C'est difficile avec 6 frères et sœurs. C'est ça. Et toi, tu veux faire médecine. Alors, c'est ça qui est intéressant. Tu ne veux pas du tout faire designer, tu veux faire médecine. Ça vient tout, justement. Quand tu dis 5-6 ans, tu dis il y aura un prénom attaché à le Hanna. On rentre sur médecine, il y a une raison pourquoi médecine? C'est quoi? Il y a un truc qui te passionne à ce moment-là? Après, moi, je fais un parcours scolaire assez banal. Et quand, effectivement, on commence à se venir la question de ce qu'on pourrait faire plus tard, oui, cette question du corps, peut-être de la vie et de la mort, déjà, qui sont des choses qui m'intéressent un peu. T'as vraiment peur de la mort, toi? C'est un sujet. C'est marrant, j'en parlais hier avec Cécile, justement. Et je lui disais, on n'est pas sûr encore qu'on va mourir. Donc moi, j'ai besoin d'avoir l'espoir. Donc elle me dit, on est quand même assez sûr. Et je sais pas, peut-être une chance, un truc, une petite porte de sortie qui pourrait nous... Donc oui, probablement qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait réglé de ce côté-là. Mais tu crois à la vie après la vie, toi? Non. Non. Donc les portes de sortie, elles vont pas être nombreuses. Hein. Sauf si on évite de mourir. Mais on a voilà. Voilà. Mais la vie après la vie, j'aurais adoré y croire. J'y ai cru pendant longtemps. Ça, vous êtes une culture quand même catholique de famille. Ouais. Ma mère, mon père, maman, tout. Ta maman, et donc qui t'amenait assez souvent justement sur les bancs de l'église, les dimanches sur le banc de l'église. Ouais. Donc tu as un peu cru par mimétisme par rapport à ta maman, jusqu'à un moment où, en revanche, tu t'as un peu coupé les liens. Jusqu'à 15-16 ans, où je me dis, mais il y a tellement plus de chances ou de preuves ou de signes de l'inexistence que, en gros, donnez-moi une bonne preuve de l'existence et je serais ravi d'y adhérer. C'est un peu rationnel. Alors que toi, tu es un artiste, donc tu devrais justement aimer cet irrationnel que pourrait t'apporter le manque de preuves. Oui, sauf que là, j'ai du mal avec le fait que cette dimension absolument magique de la religion, et la magie c'est un mot que j'aime beaucoup, mais demande finalement aux non-croyants de devoir prouver l'inexistence de Dieu, comme si c'était à nous de faire le job. C'est un peu ce qui se passe dans le monde judiciaire, où on passe de la victime qui doit maintenant prouver que le coupable est coupable et non plus le coupable prouver son innocence, etc. Donc, et tu vois la différence entre la religion et la foi?
Parce que là, tu me parles de religion. Est-ce que tu ne crois pas que c'est deux sujets différents, la foi? Avoir en foi quelque chose qui nous dépasse? Si, la chose que j'ai croisée moult fois, c'est que la religion avait tendance, je la tolère, voire éventuellement je l'aime bien, si elle apporte quelque chose. Voilà. Et j'ai assisté à trop de témoignages, de signes et autres qu'elle enlevait. Qu'elle enlevait de l'esprit critique, qu'elle enlevait de l'esprit d'analyse, qu'elle enlevait de la générosité éventuellement, qu'elle enlevait... Voilà. Donc, mais j'imagine quand même que cette culture, cette espèce d'histoire de Jésus que j'ai entendue quand même pendant les longues heures à l'église, et les valeurs que ça portait, oui, je pense quand même qu'elles m'ont construit. Ça, j'ai pas beaucoup de doutes. Ensuite, l'existence d'une vie après la mort, c'est un peu plus... J'adorerais. On revient à ta jeunesse, là, on a 20 ans, à ce moment-là, il y a un moment ou un autre où il faut que tu sortes du nid familial. En fait, c'est quand tes parents, eux, partent habiter un peu plus loin de Paris, en Corse. Oui. Donc là, tu te retrouves à devoir vivre. Et là, tu vas finir, en fait, tes études. Et là, tu vas retrouver dans l'École nationale supérieure de création industrielle. C'est à Paris. Donc, comment, c'est quoi? C'est un destin? C'est qui te fait arriver là? Tu as le choix entre plusieurs écoles? Tu te retrouves là parce que c'est manque de choix ou justement c'est exactement ça que tu veux faire? Comment t'expliques ça? Non, alors c'est différentes choses. C'est à la fois, ça commence au lycée. Je suis au lycée, dans un lycée catholique, on parlait de la religion. En troisième, je suis dans un lycée de voyous, limite en maison de redressement. Et je m'en sors bien et j'arrive en seconde dans un lycée catholique très bien pensant de Saint-Chamond-en-Laye. Tu vois un peu le truc. Et là, je me demande ce que je fais là et je fais un rejet un peu adolescent peut-être de tout ça. Et donc, ne voulant parler à personne ou presque, je vais à la bibliothèque, au CDI là. Et je prends des livres qui sont là pour occuper mes récréations, quoi, pour pas me retrouver tout seul dans la cour. Et je tombe sur des premiers livres d'art que j'avais jamais vraiment ouverts, je n'en avais pas vraiment chez moi, etc. Et donc, un gros livre, par exemple, d'André Breton. Et donc, je passais quand même des heures à parcourir ce livre d'André Breton. En plus, là, on est 100 ans du surréalisme, hein, et c'est la figure tutélaire du surréalisme. Et je vois ce type que je connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam, je vois des artistes, je vois des photos d'époque qui gravitent autour de lui, je vois où est-ce qu'il vit, il y a de l'art africain. Oh, je me dis, waouh, moi je veux une vie comme ça. Donc tu me dis que c'est bien ça. C'est parce que tu te retrouves dans ce lycée avec des gens à qui tu n'as pas envie de passer du temps à l'heure de la récréation que tu retrouves jeune gamin de 16 ans en CDI, où personne ne va en gros à l'heure de la récréation. J'étais seul. Ouais, pour lire et de tomber sur des bouquins que tu n'avais pas chez toi. Ouais. C'est le destin. Ça. Et André Breton, et là tu te dis, destin, mais je veux cette vie. J'adore commencer chez lui. J'adore ses foutraques, ses machins. Il a l'air de parler avec les plus grands peintres, les plus grands penseurs de son temps, les artistes, ils ont l'air de s'amuser. Et là, comment connecter ça à un métier? Donc après, je me dis, mais moi, je veux faire les beaux-arts. Je veux faire les beaux-arts. Si je veux être André Breton, il faut que je fasse les beaux-arts. Comment c'est reçu à la maison? Ça va? Oh, avec ça, ils sont vraiment détendus. D'accord, d'accord. Ouais, ils sont... Ok, t'es le septième, ils sont très détendus. On a ils sont très détendus. C'est vraiment faites ce que vous voulez. Mais de toute façon, vous êtes trop nombreux pour qu'on s'occupe de vous, vraiment. Donc, faites ce que vous voulez. Débrouillez-vous. Mais si vous le faites bien, quoi. Ouais. Voilà. Et si vous avez une idée, moi, j'ai eu un frère qui, à un moment, a dit... en 3e ou 4e, j'en ai assez de tout ça, je veux garder des moutons. Ils ont dit, ok, très bien. Tu sais quoi, on avait un cousin fermier, et 15 jours après, il est parti garder des moutons. Et ils l'ont pas fait pour le punir, en disant, mais c'est ça que tu veux très faire. Bien, tu veux, mais on va au bout des trucs. Donc ça, ils ont suivi. Et donc, je commence les beaux-arts, mais je me dis, non, ça va pas. Je peux pas tout seul m'auto-alimenter dans mon atelier, j'imagine pas du tout ça. Breton, il y avait du monde, ça interagissait, il y avait des musiciens, il y avait des trucs, il se passait des trucs. Non, moi tout seul, ça me plaît pas. Et donc, on me parle d'une école de design, en l'occurrence, mes grands frères, qui me parlaient pas beaucoup, mais mes grands frères, me parlent de cette école de design, parce qu'en fait, j'avais un frère qui y était déjà, et les deux autres, ses aînés, qui avaient passé le concours. Donc, en fait, à la fin, on a été 4. Tu déconnes, cette école-là. On a été 4. 4 le Hanner, donc là, 4 le Hanner sur les 5 de la fratrie nucléaire. À faire cette école-là, industrielle. À candidater. L'école en a finalement pris 2. Donc les 4 ont essayé d'appliquer, mais c'est une école assez compliquée pour rentrer, assez sélective. Et donc il y en a 2 qui sont rentrés. Et donc moi je suis le dernier à y être rentré. Et à la fin, je suis le seul designer de la bande. Mais
Mais c'est quand même fou que sur 7 frères et sœurs, il y en ait 4 Ouais. qui voulaient faire du design. Ouais. Ils n'ont pas tous lu André Breton, quand même. Non, et en plus, mais non, parce que je pense qu'ils sont arrivés là par des... C'est quand même assez rare. C'est assez rare. Je me le suis jamais vraiment expliqué. Donc, tu termines, ça se passe bien. Ça se passe tellement bien que là, on se retrouve quand même extrêmement jeune avec... Je crois que c'est en fin d'études que tu travailles sur cet objet thérapeutique. Oui. Et là, tu te retrouves... Alors là, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. T'es un minot parisien dans cette école réputée de design. Mhm. Et là, je vais trouver rapidement au MoMA. Ouais, alors, il y a quelques étapes entre les deux. Oui, mais oui. Mais c'est ces objets thérapeutites qu'on retrouve au MoMA, on est d'accord? Absolument, exactement. Donc, C'est mon projet de diplôme. C'est ton projet de diplôme, donc exactement. on C'est est mon d'accord projet que de tu as diplôme 23 ans. qui est t'es- dans la collection permanente du MoMA. C'est pas mal ou pas? Bah, je peux mourir demain Oui, et je- graver le message de Tony Estanguet sur ma Tu m'étais tombe. mis les deux. Exactement. Et permanente au MoMA. T'es plus quand en permanent au MoMA? Ça doit être 2003, je crois. Donc là, c'est un peu comme la Légion d'honneur, Mais- tu as quelque chose que ça te place sur l'échiquier de designer mondial. Ça vous donne de la confiance à un moment où on n'est pas très sûr de son coup. Mais en fait, T'es payé pour ça d'ailleurs quand chaque Ah non, année c'est ils donnent très beau quelque comme ils chose. le font. C'est très beau comme ils le font parce que ils savent qu'ils sont le MoMA Ouais. et ils mettent ça dans les formes quand même. C'est quand même le plus grand musée du monde et donc ils vous disent voilà, nous serions intéressés pour acquérir votre projet objet thérapeutique, qui était du coup une dizaine de propositions de médicaments pour la collection permanente. Pouvez-vous nous donner le prix d'acquisition de cette D'accord. collection? Voilà, je sais pas, ça valait rien, c'était des maquettes, etc. Donc je leur mets un prix, je sais pas, je pense que c'était 5 000 francs à l'époque, j'en sais rien, ou 5 000 euros déjà, je sais plus. Et ils disent merci de votre réponse, dans leur anglais impeccable, un cadeau serait vivement apprécié. C'est ça qu'ils mettent. Mais t'as envie de leur dire, mais vous saviez très bien qu'à la fin vous allez me demander de vous l'offrir. Heureusement que t'as pas demandé Donc, 500 000 euros, voilà. parce que là, c'est comme Et ça donc- qu'ils vont. Ils mettent les formes au Ils départ. mettent et les puis formes, d'accord. puis à la fin, bien sûr, prends-le. J'adore. Mais en fait, l'histoire de ça, de cet intérêt pour les médicaments, alors ça venait un peu de la médecine, c'est des choses qui m'intéressent, mais ça venait aussi parce que pendant mes études, je payais entre autres mes études en partie en testant des médicaments, testant des molécules. Avant que la molécule soit autorisée à aller sur le marché, un nouveau... C'était sur toi? et c'était sur moi, D'accord. entre autres. J'étais pas seul, mais... Oui, bah, c'est Et donc des vous êtes tests, hospitalisé pendant quelques jours, quelques semaines, et vous testez la molécule juste avant qu'elle soit mise sur le marché. Et donc là, vous testez des anticoagulants, anti-agrégants plaquettaires, antidépressifs, etc. Et on voit des potentiels effets Oui, bien indésirables sûr. Ouais, sur votre corps. Et c'est à ce moment-là où je me rends compte que tout le décorum de l'hôpital me prédispose, pour le meilleur ou pour le pire, à l'effet que va avoir une molécule sur moi. Et donc je me dis, mais en fait, le médicament que je suis en train de tester là, dans sa vraie vie, je serais chez moi, tout seul, avec ma famille, etc., au petit déjeuner, en train de prendre mon anti-agrégant plaquettaire ou autre, et donc il va rien se produire. Le médicament ne me dit rien, ne m'accompagne pas, Ouais. ne me réconforte pas, ne m'implique pas, tout simplement. Et donc je m'intéresse aux médicaments pour se dire, mais est-ce qu'il ne faut pas repenser l'objet lui-même médicament pour faire en sorte que le patient devienne un vrai allié de sa guérison? Donc là, on parle de ce projet de fin d'études. Ouais. On parle du MoMA. Dans mon livre Pause, je parlais des rencontres. Les rencontres, à quel point elles peuvent être importantes. Parfois, tu te rends compte sur le moment, parfois, tu te rends compte quelques années après. Quelles sont cette rencontre? Est-ce que tu as une rencontre dans ton existence entre ces moments où tu es à Saint-Germain, dans ce lycée, au moment où tu arrives dans cette école, au moment où tu vas recevoir cette lettre du MoMA? Est-ce qu'il y a une rencontre de quelqu'un qui t'a fait voir, qui t'a fait prendre une direction un peu différente, peut-être que quelques degrés, qui a changé complètement ta vie après? Est-ce que tu as quelqu'un que tu dis, cette personne-là, je peux lui dire merci tous les jours? Ouais, peut-être il y en a eu beaucoup, mais les deux qui me viennent là en écoutant la question, c'est en 2003, quelqu'un me dit, tu devrais aller rencontrer François Roche. François Roche, architecte français à ce moment-là, très radical, très artiste dans sa façon donc pas du tout un constructeur de bâtiments tels qu'on peut les connaître, mais très lié à la nature, et voilà, ouvrant beaucoup de portes. Et donc, on me dit, tu devrais le rencontrer. Je vais le rencontrer. Et c'est un type génial, mais insupportable, humainement détestable. Et donc, je vais frapper à la porte. Et vraiment, je sors de l'école, j'emmène pas large, quoi. Et je frappe à la porte. Et je me souviens, il ouvre la porte.
Il dit, c'est quoi? Ah ouais, on avait rendez-vous, vous savez, quelqu'un C'est de vous déranger. voilà, et je crois qu'il referme la porte en me claquant la porte au nez. Je n'ai rien à foutre. Et sa femme qui bosse avec lui réouvre en disant, voilà, est-ce qu'il est comme ça? Bon. Et finalement, c'est quelqu'un avec qui je vais travailler pendant quelques années, comme en restant designer, lui architecte, mais en collaborant sur certains projets. Et je retrouve chez lui peut-être ce que j'aimais dans les bouquins d'André Breton. Voilà, dans ce truc de quelqu'un où intellectuellement c'est extrêmement riche, très foisonnant, c'est très nébuleux, ça va chercher des références qui sont très très éloignées du monde de l'architecture, etc. Et je me dis waouh, waouh, waouh. Et donc là, je bois. Il est devenu sympathique après quand même? Non, pas du tout. Non. Ça te dérangeait pas de te faire non. Tu disais que c'était un. On trouve la bonne moyen, distance. quoi. Oui, enfin, en tout cas, c'est des personnes qui sont. C'est dense, quoi. C'est riche, donc ça pique un peu, ça fait mal. Voilà, on prend ses distances, mais c'est intellectuellement très très fort. Et puis quelques années après, je rencontre une autre personne qui était importante pour moi, qui l'est toujours, David Edwards, qui est professeur à Harvard et qui crée ce lieu à Paris qui s'appelle le Laboratoire, visant en partant du postulat que un cerveau de créateur, quel qu'il soit, est finalement très compatible avec un cerveau de scientifique. Ils ont chacun leur domaine d'expertise, leur background, etc. Mais il y a tout un tas de connexions presque synoptiques, neuronales, qui sont tellement propices l'une à... Et donc, son principe est de mettre autour d'une table des créateurs qu'il admire et parmi les plus pointus scientifiques du monde, et en disant maintenant débrouillez-vous. Voilà. Parlez pas le même langage, vous savez pas forcément qui vous êtes l'un et l'autre. Et cette façon aussi de penser et de produire à des moments des précipités chimiques, d'une certaine manière, faire des expériences comme ça, sont des choses qui m'intéressent. On va continuer dans nos pauses amicales, si ça te convient. Avec plaisir. D'accord, on continue dans nos pauses amicales. Et là, c'est pause de quelqu'un que je connais depuis des années, qui s'appelle Pierre-François Lelouette, le président de cette société qui s'appelle Nelly Rodi, que tu connais évidemment, puisque c'est une des plus grandes sociétés mondiales, tout ce qui est tendance. Tout à fait. Encore une fois, si on met en avant des gens qui réussissent extrêmement bien à l'étranger en étant français, Pierre-François Lelouette en fait partie. On écoute la question de Pierre-François. Bonjour, je suis Pierre-François Lelouette et j'ai donc une question pour Mathieu. Tu as commencé ta carrière, si je me souviens bien, en faisant du design de médicaments. Tu as continué en faisant des œuvres inspirées par les pyramides des âges où l'on voyait bien l'impact des guerres. Tu as continué en faisant des œuvres pour les services de soins palliatifs d'un hôpital parisien et je crois même que tu as fait le design de l'urne funéraire de tes parents. Quel est le rapport à la mort de Mathieu Lehanneur, le designer le plus solaire de sa génération? Celle-là aussi, tu peux la garder. Ça, on va le graver au verso. Hein Elle est belle, cette question. Elle est très belle, cette question. On en parlait tout à l'heure de la mort. J'ai besoin de l'apprivoiser. Donc, j'ai besoin de la regarder en face et de jouer avec, voilà, de danser avec. Ça, c'est sûr. Donc, je suis pas quelqu'un du tout de dépressif, je suis pas très gothique, mais c'est sûr que ça parcourt, mais sans forcément que je l'ai toujours décidé, hein, mais ça parcourt ma petite carrière depuis longtemps. Je sais pas où ça mènera. Mais c'est vrai que j'ai effectivement dessiné l'urne funéraire de mes parents. Je sais même pas s'ils veulent se faire incinérer d'ailleurs. Mais comment t'as fait? T'as fait ça? Tu as dit bon, cadeau? Je sais plus. Il fallait faire un projet avec un verrier, des souffleurs de verre. Et puis je sais pas comment est venue cette idée. C'était c'est que souvent il y a ce truc de couple. Mes parents, c'est un vieux couple. Hein, ils sont toujours ensemble, mais ils ont plus de 90 ans. Mon père plus de 90 ans, ma mère presque. Mais je me dis à un moment, peut-être que dans la mort, il faut qu'ils soient encore ensemble, quoi. Et quitte à pas croire à la vie éternelle, autant qu'ils... Voilà. Donc j'avais fait une double urne funéraire où ils étaient... Mais en tout cas, quelqu'un comme Pierre-François qui suit ton parcours et tes créations depuis quelques années, c'est intéressant qu'il voit ce lien, en fait. Mais c'est vrai. Et j'aime bien quand il parle de côté solaire, comme on l'a vu pour cette vasque olympique. D'ailleurs, dans la vasque olympique, c'est intéressant parce que quand on parle et quand on en parle ensemble,
tu vois quelque chose d'assez mystique, en fait, Tout à fait. quand Bien elle sûr. s'élève, en fait, comme ça. Bien sûr. Et les gens qui regardent, en fait, c'est un peu au moment quasiment à l'église, en fait. que Mais tu vas. absolument, mais clairement. Dans ta création, c'est ça, en Clairement. fait. Mais ça, c'est sans doute les choses que les heures passées dans des églises m'ont appris. Ou qu'est-ce que la religion met en place comme dispositif, comme architecture, comme rituel, comme artefact, comme matière, etc. pour faire en sorte que quand vous rentrez là-dedans, vous vous dites, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas les humains qui ont pu faire ça. C'est trop grand, c'est trop immense, c'est trop beau, c'est trop intimidant, etc. Donc c'est forcément divin. C'est forcément divin. Et c'est sûr que dès lors que je suis plus absolument convaincu que ce soit divin, mais que je suis absolument convaincu qu'on a besoin de cette transcendance-là, voilà, on l'a de toute façon. Et je pense qu'on l'avait dès la caverne, ça c'est clair. On a ce besoin de transcendance. Donc, à partir du moment où j'ai mis, moi, la religion un peu de côté, j'ai besoin de la retrouver sous d'autres manières. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, des projets, comme le rappelait Pierre-François Lelouet, qui vont me mettre face, quand il parlait des projets sur la pyramide des âges, le passé, le présent, le futur d'un pays, quand je fais un projet pour les services de soins palliatifs, où je propose à chaque patient en fin de vie, pour ces derniers jours, dernières semaines, de se mettre face à un ciel, alors un ciel artificiel qui peut être connecté en n'importe quel point du globe pour être en contact avec ses enfants, sa famille, etc. Donc finalement, garder toujours un coup d'avance sur la mort elle-même. Donc je dois passer par des biais différents, mais peut-être qu'à la fin, je vais faire ma propre religion. Tu as un sujet sur lequel tu vas continuer à travailler. Tu disais dans une interview, et je vais te citer, pour moi, le design est un cheval de Troie. Il arrive humblement via un objet fonctionnel. D'ailleurs, il y en a un qui est ici, tu vois, c'est ce que tu avais créé il y a quelques temps de ça, qui s'appelle Boom Boom, qui était une petite enceinte, qui est là, et surprend plus fort et durablement. Donc, pour toi, artiste, tu considères, j'ai cette question souvent avec des camarades qui sont chanteurs, acteurs, c'est quoi l'engagement de l'artiste? Est-ce que pour toi, l'objet doit être engagé, le designer doit être engagé forcément, encore plus aujourd'hui qu'hier, ou pas forcément? Engagé, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Parce que... C'est combattre des sujets... Combattre, oui, la plupart du temps, des sujets qui sont plus importants que nous-mêmes. Utiliser notre talent d'entrepreneur pour moi, toi de designer, pour montrer peut-être, ou essayer de construire un monde qui nous paraît plus en phase avec ce qu'il devrait être. Mais quand le directeur de l'hôpital à Paris, ce grand hôpital parisien, vient me trouver en disant « Voilà Mathieu, je voudrais que tu dessines un projet pour mon service de soins palliatifs qui sera le dernier objet que des personnes verront de leur vivant. Et que franchement, je vais être clair Mathieu, j'ai pas un sou pour payer ce truc. Je le fais pas pour sauver l'humanité, je le fais pas en me disant bah, je suis engagé, je vais le faire. Je le fais parce que le sujet, c'est le sujet le plus passionnant du monde. Voilà. Donc je peux pas dire non. Ça me fout les boules, ça me fout les chocottes, parce que là, la mort, tu la vois dans chacune des chambres, hein, elle est juste là en embuscade. Donc j'ai vraiment les boules, mais je me dis, je ne peux pas ne pas le faire. Et c'est là où je suis pas... C'est pas que je suis pas à l'aise avec la notion d'engagé, mais je le pense jamais comme ça. C'est que le sujet est trop beau. Voilà. Le sujet est trop important. L'enjeu, il est trop parfait. Et je suis trop convaincu que le design et le designer est peut-être le plus à même, voire le seul à même, à avoir amené la bonne note, le bon tempo dans cet univers-là, que je ne peux pas ne pas le faire. Donc, c'est souvent un truc très perso, et à ce moment-là, je crois pas que je le fasse vis-à-vis de mon éthique. Enfin, bien sûr qu'elle est là, mais quand je fais ce projet sur le design des médicaments pour mon projet de diplôme, je me prends des volets de bois vert. C'est-à-dire qu'on me dit quoi? Tu vas travailler pour le monde pharmaceutique, c'est quand même les plus gros, les plus puissants, les plus méchants, les plus cyniques. Je veux dire, en fait, la question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas là. C'est qu'on prend tous des médicaments. Donc c'est un sujet trop important pour ne pas s'y pencher. Donc, c'est plus ça. C'est d'ouvrir des portes ou des domaines ou aller dans des endroits où, effectivement, on n'était pas forcément attendu. On parlait de ta citation. J'ai deux autres citations que j'avais envie de partager avec toi. Une du poète Joachim du Bellay, qui dit, écoute bien, parce qu'il faut bien écouter, il n'y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je vais certainement trouver tant de choses que je trouve utiles et belles. Mais toi, tu penses que justement, parfois, c'est plus simple de pas regarder l'esthétique et de faire plutôt l'utilité? Non, c'est que je pense que dans ce qui... En tout cas, la façon dont je le comprends, j'en ai pas discuté avec Joachim Dubellet directement, mais c'est qu'une seule et même chose, le même objet fonctionnel quel qu'il soit, il a une dimension de l'ordre de la beauté, appelons ça son âme, voilà, et puis une dimension de l'ordre de sa fonctionnalité, son utilité, appelons ça son corps. Et que du coup, son corps, c'est comme ça que je le comprends, son corps, on s'en fout. Une enveloppe, on s'en fout. Ce qui est beau là-dedans, c'est son âme. C'est ce truc, voilà, qui est là, qui nimbe, qui enrobe, qui est dedans, dessous. Et c'est cette beauté-là. Et c'est sûr que si on ne s'intéresse qu'à l'enveloppe des choses... C'est le corps exprès, en fait. Exactement. On revient sur la religion. Exactement. Mais que si on s'intéresse effectivement qu'à l'utile pour ce qu'il a d'utile, ça produit rien. Ensuite, ce qui est intéressant, et c'est en ça que j'aime cette idée d'un designer comme Cheval de Troie, c'est que tu passes par l'utile, tu caches le beau dans l'utile, où tu caches de la transcendance, où tu caches de la façon d'apprivoiser la mort peut-être dans de l'utile, et puis qui va se révéler de façon insidieuse. Oui, le beau, en fait, ou la beauté, c'est toujours comme les goûts et les couleurs, on dit, c'est toujours très personnel. Est-ce que tu aimes bleu ou le rouge? T'arrives souvent, toi, dans certaines de tes œuvres, ou d'œuvres d'autres, d'avoir des gens qui disent, à une immense majorité, qui aurait de la chose, et te dire, c'est beau. Je parle même pas de l'utilité. Je crois que le beau n'est pas subjectif, hein. Tu penses qu'il n'est pas subjectif? Non, pas du tout. Non. Le joli est subjectif. Le décoratif est subjectif. Souvent, les gens parlent d'art contemporain en disant juste que c'est très subjectif, l'art contemporain. Une Mona Lisa, peut-être, tu vas me dire, c'est beau. Non, mais ce qu'on appelle à un moment le beau, c'est d'un seul coup une chose, quelle qu'elle soit, où on peut plus dissocier la matière de ce qu'elle vous envoie, de l'imaginaire qu'elle vous projette. On n'a plus rien à ajouter, on n'a plus rien à enlever. Il y a une sorte d'évidence. Voilà. Le beau, c'est ça. Et donc le beau, c'est pas qu'une question de est-ce que la forme est bien dessinée, c'est qu'il n'y a plus rien à enlever. C'est-à-dire que la beauté du Stradivarius, c'est pas parce que la courbe elle est belle, c'est parce qu'en fait le truc il est parfait, quoi. Voilà, il n'y a plus rien à enlever. J'aime bien cette définition du beau. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus aucune subjectivité, je crois. Ça existe, ça préexiste. Une autre citation, et rassure-toi, après, je m'arrêterai sur les citations. Un designer, moi, que je trouve assez incroyable dans son succès, c'est Philippe Starck, qui a dit la phrase suivante, s'il n'y a pas de vision humaine, sociale ou amoureuse, c'est intéressant, un projet n'a pas de légitimité à exister. Toi, tu le rejoins parfaitement là-dessus, non? Oui, sans doute. Oui, absolument. Je pense qu'on est nombreux à le rejoindre là-dessus. Oui. Ensuite, la question, c'est une fois qu'on l'a dit, est-ce qu'on se l'applique? Bon, c'est un message pour non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est quelqu'un que c'est un des premiers designers. Bien sûr qu'il est incroyable. C'est un des premiers designers que j'ai rencontré. Ouais. Il m'est arrivé une aventure avec Philippe Starck. Donc j'arrive dans cette école de design un peu par hasard, comme on en a parlé, et puis 1 an après, on me demande d'écrire un article sur ce que je veux dans un magazine qui était pour les Arts Déco, une autre école concurrente. Et j'écris un petit texte c'était l'époque où on commençait à enlever un fauteuil sur 2 dans les rames sur les quais de RER, de métro, pour pas que les clodos et SDF puissent s'y allonger. Donc tu faisais une dent sur 2 et du coup, il tombait. Et du coup, il s'y mettait plus. Et du coup, je fais un petit texte où je me dis, est-ce que la place d'un designer n'est pas légitimement de trouver une façon de mettre un pansement entre ces 2 sièges enlevés et donc je soulève 2-3 points sur la légitimité, qui serait vraiment cette éthique, cet engagement, et puis la légalité. J'ai pas le droit de le faire, mais je m'en fous, je le fais quand même. Et donc j'écris cette petite brève. Et quelques jours après, je reçois un coup de téléphone de l'assistante de Philippe Starck, qui était Nathalie Crasset, qui est une grande designeuse aujourd'hui, qui m'appelle en me disant « Bonjour Mathieu !» Je l'imite pas mal, c'est un peu comme ça. Mal, je l'aime beaucoup et je l'ai eu après comme prof d'ailleurs. Et Monsieur Starck voudrait vous rencontrer. Ah, dingue ça. Dingue. Vraiment, j'ai rien fait du tout. Et donc, je rencontre Starck dans son bureau à Issy-les-Moulineaux, dans sa maison, et dans sa chambre. Et il me dit, écoutez, j'ai beaucoup aimé ce texte. J'ai même cru que c'est moi qui l'avais écrit.
Il y a quand même, il y a que lui pour dire un truc pareil. C'est clair. J'ai beaucoup aimé. J'ai cru que c'est moi. C'est moi. J'ai tellement aimé que j'ai cru que c'est moi qui l'avais écrit. Et me demandant, qu'est-ce que vous faites les prochaines années? Toi qui voulais t'embaucher. Ouais. Et j'ai dit, non, je viens rentrer à l'école. Donc il n'a pas vu, en fait, juste par rapport au texte, il n'a pas vu ce que tu avais des années. En fait, il disait, non. Je vais le prendre avec moi. Et là, chapeau. Là, franchement, j'aime pas tout, mais j'ai beaucoup de choses que j'aime beaucoup de Philippe Starck. Mais quand tu vois un truc comme ça, un mec comme lui qui à ce moment-là est déjà une méga star, et qui est capable effectivement de dire, je sais pas ce que tu as fait. Tu me dis que tu es un jeune designer, mais tu as écrit ça. Moi, ça m'intéresse, l'esprit qui a produit ça, de l'avoir avec moi. C'est les compagnons, en fait. C'est le sujet des compagnons. En fait, il savait qu'il allait être formé pour ça. Ça, c'est très fort. Et de nouveau, parlons de Starck, et ici, les gens qui m'écoutent toutes les semaines le savent, mettre en avant des Françaises et des Français qui réussissent et qui mettent quand même dans le monde entier une empreinte. Philippe Starck en fait partie. Alors, quand je me suis amusé à faire quelque chose, je suis allé voir sur ChatGPT. Je suis allé voir sur ChatGPT et j'ai tapé Mathieu Le Hanner, avec un seul T, pas deux T, il faut faire attention, ça a été aussi une complication dans ta vie, je suis sûr, le nombre de personnes qui ne savent pas si c'est un 2T, et 2 N, au moins c'est simple. Et voici comment il est défini ton approche. Je ne sais pas si tu as tapé ton prénom et ton nom. Il est particulièrement intéressé par l'interaction entre le vivant et l'inanimé, explorant comment les objets peuvent agir sur le bien-être humain. Pas mal, hein? Pas mal. Ah, franchement, pas mal. Ouais. Et en fait, c'est assez vrai parce que tu parles tout à l'heure de ton professeur à Harvard. On parle de ce purificateur d'air avec qui tu avais travaillé, qui s'appelle Andrea. Après, je vois que tu as évidemment, tu parlais ce demain est un autre jour. On parlait de l'hôpital des Diaconesses qui croît sans ciment. On parle du Cellbag aussi que tu as fait. En fait, je me dis que tout ça est assez juste, mais à un moment ou à un autre, je trouve un truc. Et je m'étonnais dans ce choix-là, de carrière qui est avec les Chinois de Huawei. Huawei, c'est comme ça. Huawei, je pense que j'ai toujours eu beaucoup de mal. En 2015, tu les rejoins, Chief Designer Officer. Et là, c'est une question de voir, toi qui portes des sujets. Alors là, on parle de la vie ou de la mort, on parle surtout du bien-être. J'aime bien cette vision-là. Et là, je te retrouve avec une société pas engagée forcément par la même mission, par des sujets qui sont vraiment plutôt le revenu, le bas de ligne, la compression forte de beaucoup de salariés, particulièrement en Chine, pour le travail. Donc je me vois et je me dis, est-ce que c'est un sujet à un moment? Est-ce que tu as, à ce moment-là, c'est une dizaine d'années de ça, tu as besoin de payer vraiment les factures à la fin du mois? Est-ce que tu dis juste... tu vas pouvoir, de l'intérieur, changer le système, ce que moi je peux imaginer. Est-ce que c'est facile une décision ou est-ce que tu ne te poses pas la question à ce moment-là? Non, les factures à ce moment-là, je peux les payer. Donc c'est pas la première raison. Mais ils viennent me voir et la rencontre prend quelques années. Et ils me disent voilà, votre profil nous intéresse. On cherche un chief designer pour nous accompagner sur tout le design de nos produits. Huawei, pendant très très longtemps, ils étaient déjà très présents, mais ils existaient dans les réseaux, les systèmes. B2B, en fait, ils travaillaient essentiellement pas visibles du consommateur. Et il y a dizaines d'années de ça, ils ont décidé d'être visibles et de créer des téléphones, et de montrer qu'ils existaient aussi par rapport au consommateur final. Exactement. Et ils me disent, voilà, on voudrait que vous travailliez que pour nous. Alors je dis ça c'est sûr que non, parce que ce que vous aimez chez moi, c'est justement que je fais des choses autres très différentes, et donc voilà, je continuerai à les faire de toute façon. Mais je me dis, je ne sais pas où je vais quand je leur dis pourquoi pas. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le sujet, l'enjeu, ils valent le coup. J'ai jamais bossé pour une grande maison comme ça, pour une grosse boîte comme ça. Donc je suis conscient que ça va pas être absolument simple, mais qu'il faut aller voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que je leur dis dès le début, je leur pose la question d'ailleurs, je leur dis, mais vous avez combien de designers chez vous aujourd'hui? Ils me disent, je sais pas, 400, 500 dans le siège à Shenzhen, en Chine. Donc je leur dis, c'est très clair, moi je veux pas dessiner de produits. Parce que c'est pas là que ça va se jouer en fait. Voilà. C'est pas donc je veux pas redessiner l'angle de votre téléphone, le machin, le bouton. C'est pas là que ça va se jouer. Par contre, je vais essayer de vous aider, de vous accompagner sur la compréhension de qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'utiliser un produit, qu'est-ce qui fait que je m'attache à une chose, qu'est-ce qui fait que je crée une cohérence dans les différentes choses que je propose. Et donc, ça a été
Ça a été passionnant. Ça a duré quoi, 4-5 ans? Ouais, 5 ans. 5 ans. Mais très compliqué. Ouais. Super compliqué. Parce que grand groupe, étranger. Parce que grand groupe, parce que étranger, parce que je faisais beaucoup d'allers-retours entre Paris et Shenzhen, mais parce que moi je dédiais pas, j'étais pas à plein temps pour eux, parce que lorsque vous vous mettez d'accord le mardi avec eux, le mercredi tout a changé. Et donc, vous dites, mais pourtant, c'est pas ce qu'on avait dit hier. Mais hier, on s'en fout, en fait. C'est aujourd'hui qui est important. Donc, c'est compliqué de développer des choses et très compliqué de... Mais je pense qu'on a beaucoup avancé, quand même. Mais tu penses que t'as eu un impact, tu penses? Est-ce que tu penses que aujourd'hui, si tu regardes des produits, tu penses qu'il y a eu un avant et après sur ce design d'un énorme groupe? Oui, je pense que oui. Je pense que le semblant, encore une fois, vous essayez de piloter. En fait, Huawei, c'est comme si vous pilotez un avion. C'est monstrueux, c'est un groupe très. Et vous pouvez pas vous poser pour ravitailler. C'est que vous devez tout changer en vol, tout avance à 200 à l'heure. Mais voilà, très concrètement, leurs ventes pendant que j'y étais, elles sont plutôt bien portées. Ouais. Bien portées. Tu penses que c'est tu fais Fibstar? J'en sais rien. Non, parce que justement, parce que je dessinais pas je peux pas dire, bah voilà, l'iPad que j'ai dessiné, c'est vendu à temps. Bien sûr, ça c'était pas possible. Toi, c'était. Et tu décides quand même d'arrêter. Est-ce que aujourd'hui, il y a des marques, il y a des groupes qui t'inspirent, qui disent tiens, j'aimerais faire ce travail que j'ai pu faire il y a 10 ans pour Huawei, pour d'autres marques. Est-ce qu'il y en a qui disent tiens, ces produits-là, ça me parle? Aujourd'hui, je le ferai plus. Tu le feras plus? Non. Aujourd'hui, je le ferai plus. Et aujourd'hui, je travaille quasiment plus pour d'autres marques. Quasiment plus. Parce que tu parlais de Boom Boom, là, qui est là, mais c'est un bon exemple. Boom Boom, c'est une petite chose, hein, c'est un petit objet, c'est une petite enceinte, mais qui est plutôt très, très bien foutue et très bien conçue. On y a mis beaucoup, on a suivi tout le truc. À la fin, l'objet, c'est un vrai petit ovni, mais je trouve qu'il marche très bien par rapport à ce que je voulais en faire. La boîte, elle a coulé. Voilà, elle a coulé. La boîte, elle a coulé et la façon dont ils ont raconté l'histoire de la chose qu'on avait fait ne correspondait pas à la façon dont on voulait raconter l'histoire. La façon dont ils ont fabriqué ne correspondait pas à la façon dont je voulais exactement la fabriquer. La façon dont ça a été vendu ne correspondait pas. Donc voilà. Et donc, à la fin, tu mets énormément de toi, de tes équipes, de ton temps, de ton énergie, de tes croyances que tu veux dans une chose. Et si tu en perds le contrôle, et quand tu bosses pour une marque, par définition, tu en perds le contrôle. Parce que tu la mets entre les mains de la production, du marketing, de qui tu veux. Donc aujourd'hui... Tu penses qu'il n'y a aucune marque qui mériterait que tu prennes ce risque ou tu perds le contrôle? C'est pas qu'elle mérite pas, c'est que Tesla vient de voir, Tesla vient de dire en disant juste la nouvelle voiture, la nouvelle Tesla, on aimerait bien, Mathieu, que tu passes un peu de temps avec nous. Ce serait non. Je serais... Là où va Musk aujourd'hui, je suis pas tout à fait sûr, mais il y a quand même quelques marques qui t'inspirent, quand même. Oui, sans doute. Oui, enfin, oui, non. Ah. Non, enfin, c'est la façon dont la question elle est posée en fait, vraiment. C'est vraiment la façon dont une question est posée. Si la question c'est rends mon produit cool. C'est pas ça que t'as envie. Je sais pas quoi répondre à ta question. Ouais. Enfin voilà. Donc, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on structure de telle manière que tout ce qu'on dessine, on essaie de le produire nous-mêmes et de le vendre nous-mêmes. Donc de fonctionner aujourd'hui plutôt comme une marque que comme un prestataire de service. Donc aujourd'hui, c'est ce que tu as créé en 2019, tu as créé Mathieu Lehanner, donc cette marque qui aujourd'hui avant était commissionnée la plupart du temps Exactement. Par des entreprises comme Huawei, et aujourd'hui c'est tes marques que tu pourrais essayer de vendre. Voilà. Il y a un texte que j'aime beaucoup, j'ai envie de te lire, que tu pourrais lire d'ailleurs. Parce que nous sommes un corps et un esprit, parce que certaines choses ont le pouvoir d'agir sur nous, parce que ce que nous possédons nous représente, et que ce que nous retransmettons parlera de nous, parce que nous avons besoin d'intelligence et de transcendance, parce que nous vivons le réel, mais que nous aspirons au merveilleux, les belles celles-là. Parce que l'eau, l'air, le feu et le temps sont nos piliers, parce que la magie est à la fois un rêve et une science. Donc ça, c'est ce qu'on trouve, pas sur ChatGPT, c'est ce qu'on trouve sur le site de Mathieu Lehanner. Mm-hmm. Donc ça représente assez bien... Ouais, je crois. Je le relis pas tous les 4 matins. Là, tu as écouté, mais en plus, je le répète. Je crois que je l'ai jamais entendu dans la bouche de quelqu'un.
Et ouais, je crois que ça me plaît bien et je crois que ça ressemble en tout cas à ce que j'essaie de faire. Ouais. Parce que moi, je me posais la question. C'est quoi l'objectif d'un designer? Je pensais, toi, à ce Togo du Carrois, à cette chaise de Pantone. Et je me disais, tu vois, c'est quoi? C'est 1960, 70. Est-ce que c'est ça l'objectif d'un designer? Est-ce que c'est que ça te survive? C'est-à-dire que ton produit reste là? Dans ce cas-là, tu vois, on en parlait tout à l'heure de la vasque. Est-ce que c'est toi, je pense que c'est le cas plutôt plus jeune, hein, il faut avoir au moins une fois dans sa vie ce type de produit c'est très rare d'ailleurs que tu testes du produit. Toi, c'est quoi l'objectif d'un designer pour toi? C'est quoi c'est ça, c'est que ce produit reste après ta désolé d'en parler, après ta mort? Non, mais j'ai pas de problème d'en parler. Oui, sauf que les exemples que tu donnes, qui sont des pièces iconiques, incroyables, que j'aime d'ailleurs, mais elles correspondent à une époque dans ce sens où il y a un moment, et c'est l'époque dont on parle, où en fait, il faut en gros alimenter l'ensemble des foyers, ou presque, parce que tu es quelques années après la guerre, c'est les 30 Glorieuses, etc. Et donc, tu n'es pas au lendemain de la guerre où il faut juste une table et 4 chaises, mais quand même. Et donc, moi, j'ai été élevé, et même à l'école, avec cette idée, design pour le plus grand nombre, il faut produire pas cher pour alimenter, etc., tous les foyers, etc. C'est bien, c'est beau, c'est un peu égotique, etc. On a vu ce que ça produit. En fait, ça produit des 7e continents, ça produit des choses qui flottent entre deux eaux, etc. Donc, c'est plus véritablement un objectif. Donc pour moi, ce qui s'est produit avec la vasque, et c'est peut-être pour ça que je suis pas si attaché au fait qu'elle reste, ça m'a permis de vivre cette sorte d'expérience pop, dans le sens populaire, c'est-à-dire qu'effectivement, d'un seul coup... Que tu ne pourrais pas revivre avec tes produits qui sont plus mass market, ça que tu dis. Voilà. Alors, si tu fais un Togo, effectivement, pareil, tu as alimenté tout et ça va te survivre. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise en me disant, voilà, il y a des choses que j'ai pu faire qui vont me survivre, même si elles n'ont pas eu besoin d'être produites en millions d'exemplaires. Par rapport à ça, par rapport à d'autres créations, est-ce qu'il y a une création que tu vois existant depuis 50 ans, tu dis, celle-là, j'aurais aimé la designer? Est-ce qu'il y en a une? Oh, bah ouais, celle que tu préfères. Oh, il y en a plein. Ah non, mais pas plein, donne-moi-en une. Je vais te donner un exemple, parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Le Stark, on a parlé de Stark. Ouais. Il fait dans les années, ça doit être fin 90, début 2000, ce petit nounours. Tu vois, c'est un petit nounours, comme les nounours d'enfants, tu vois, mais mutant. Donc, tu as une tête de nounours et puis un bras, mais au bout du bras, tu as une tête de lapin et au bout de la jambe, tu as une tête de chèvre. Et donc, tu as ce petit objet qui, à la fois, te rappelle évidemment totalement le petit nounours iconique, un peu nostalgique, et à la fois, qui te parle évidemment de mutation. Tu sais pas trop si elle est bienveillante ou malveillante, mais ça, quand je vois le truc, et c'est encore vrai aujourd'hui, je l'ai acheté, il est passé aux enchères il y a pas longtemps et je l'ai pris, ça, j'aurais adoré avoir l'idée. Je trouve que le truc, ça sert à rien. Voilà, fonctionnellement, ça sert à rien pour parler de Joachim du Bellay. L'utilité du petit nounours, ok, c'est assez discutable. Est-ce que tu peux justement nous évoquer un projet sur lequel tu es en train de travailler aujourd'hui, justement ce que ton entreprise va essayer de développer ou de marché que vous voulez conquérir? Est-ce qu'il y a un truc tu peux nous teaser un petit peu sur les choses qui vont arriver ces prochains mois, ces prochaines années? Un truc dont je peux vous parler, qui est presque un peu anecdotique, mais qui va reboucler avec plusieurs choses dont on se parlait. On est en train de développer un principe de chaise qui est construit à partir de tes initiales. AM. Et c'est qu'une feuille d'acier, c'est un peu compliqué à produire, mais c'est une feuille d'acier usinée qui est cintrée, etc. Et donc qui va produire le AM de tes initiales, Alexandre Mars, qui devient un peu ton blason. Mais c'est une chaise. Et ce blason, on s'engage qu'une fois qu'on les produit pour toi, le AM ne sera plus jamais produit. Voilà. Donc,
Mais pour faire cette petite chose-là, on veut que ce soit parfait, parce qu'on parle effectivement d'un blason contemporain. Tu vois, c'est pas des armoiries de l'époque, mais c'est ton blason qui sera le tien, que tu transmettras ou pas. On veut que ce soit parfait, on veut que ce soit pas nostalgique, on veut que ce soit étrange, on veut que ce soit la facture soit nickel, etc. Donc on en produit, etc. jusqu'à arriver au bon truc, et on va les présenter normalement en janvier à Christie's. Waouh. Donc je me suis créé, comme j'avais pas de client encore, tu m'as pas passé ta commande, mais donc je me suis créé mon sorte de petit panthéon. Donc j'ai mis des grands ingénieurs, architectes, Richard Buckminster Fuller, j'ai pris ses initiales, j'ai pris Carl Lewis, voilà, j'ai pris différentes personnes dans des univers très différents, morts ou vivants, peu importe. Tu les as... Et j'ai fait leur blason. Mais voilà, c'est quand on parlait effectivement du dernier de la famille, voilà, c'est une façon de dire oui, mais on a aussi dernier qu'on soit, une forme d'unicité, et c'est mon petit blason que j'emmène. On va continuer les pauses amicales, mais là on va faire une pause familiale. Oh. Si tu veux Qui bien, as-tu été chercher? Et Mathieu, c'est Cécile. Je t'ai connu jeune designer, un peu chercheur, puis très docteur. Ces derniers temps, un peu designer artiste et magicien aussi. Je me demandais, comme je sais que tu es devenu un designer très entrepreneur, qui tu choisirais? Est-ce que tu en laisserais un prendre le dessus sur les autres pour la décennie à venir, si tu dois choisir? Le docteur, il est jamais loin, le chercheur, l'artiste. Quel designer pour les années à venir? Donc, message de ton épouse, Cécile. Merci Cécile déjà. Merci Cécile. Elle t'a posé cette question. Pas facile. T'as tellement de... D'abord, je ne sais pas si j'en reprendrais un ou si j'en ouvrirais un autre. C'est peut-être le designer prêtre. On a parlé beaucoup de la religion et de la mort. Mais si je dois en faire réémerger, c'est peut-être le docteur et peut-être le chercheur. Pour une raison simple, c'est que quand j'ai commencé à investiguer ces champs-là, j'en faisais un ou deux prototypes et j'allais parfois voir Samsung ou Philips qui voulaient racheter le machin parfois, mais je savais bien que ça allait devenir n'importe quoi, donc on n'allait pas au bout et j'avais pas le moyen de le développer. Donc aujourd'hui, on est plus structuré pour pouvoir développer des idées, aussi fragiles soient-elles, aussi incertaines soient-elles, à leur terme. Donc c'est peut-être des choses aujourd'hui où effectivement on les ferait revivre, mais on irait au bout et on serait capable de les mettre directement chez toi. Parce que tu pourrais te le permettre aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas. Absolument. Pour raison financière. C'est très long, très long, ça prend beaucoup de temps. Je te propose maintenant une pause vérité. Alors le président, c'est je vais t'énoncer quelques vérités ou des idées reçues plutôt sur ton métier, sur le monde du design, et tu dois me répondre par vrai ou par faux. Si tu veux m'expliquer pourquoi tu penses que c'est vrai ou faux, tu me répondras sur ces idées reçues. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. L'intelligence artificielle met en danger le métier de designer. Faux. Faux parce que pour une grande part, elle se nourrit de ce qui a déjà été produit. Donc de toute façon, elle va faire par définition une synthèse de ce qui a été produit. Donc a priori, si le designer ne se nourrit que de ce qui a été produit, de toute façon, ça partait mal pour lui. Le beau est inutile. Le beau est inutile, mais un peu nécessaire. Pas nécessaire. On va s'en sortir. Le manque d'inspiration est un gros sujet pour les designers. Non. Tu l'as eu, toi, ça? Mais ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas? Non. Tu penses qu'il y a des gens qui... des machines à... Non, c'est que et l'inspiration et du coup son pendant le manque d'inspiration, pour moi, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espèce de truc, ça c'est un fantasme, parfois on en joue un peu, des espèces de connexion divine, où effectivement on t'envoie un truc, là, toi tu es l'élu, donc je t'envoie. Là. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est qu'on plante des petites graines qu'on fait pousser, et certaines vont devenir un peu grandes, d'autres non, et on cultive ça, mais non, il n'y a pas de manque d'inspiration. Le réseau est primordial pour réussir dans ton milieu. Non. Enfin, tout seul, on peut rien faire. Moi, j'ai commencé, je vais te dire, on parlait juste après l'école.
Et avec mes médicaments, là, pas de travail, pas d'argent, rien, zéro, plat, dans ma chambre. Et j'ouvrais les pages jaunes, qui existaient à l'époque, pour appeler au hasard des musées à Paris pour essayer de choper du travail. Donc oui, effectivement, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je trouve un client. Tu n'avais pas de réseau. Mais j'avais pas de réseau. Okay. Donc, ça se construit. Il faut y aller, quoi. Tu dis... Par contre, personne ne nous attend jamais. Tu as beaucoup travaillé? J'ai fait que ça. Ouais. J'ai fait que travailler. Moi, j'ai fait que travailler. Heureusement que tu n'avais pas cet enfant. Ouais. Ah non, j'ai fait que travailler. J'ai rien fait d'autre. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse d'autre. C'est un regret ou pas? Quand tu... Voilà, c'est un regret, tu dis juste qu'il y a des trucs que tu as mis de côté. Parce que Cécile, qui m'a laissé ce message et cette question, aurait tout à fait pu me demander, Mathieu, mais t'as pas envie de faire d'autres choses? Tu vois, t'as pas envie de faire un sport, t'as pas envie d'avoir une passion. En fait, oui. En fait, elle connaît déjà la réponse. Intellectuellement, oui, mais concrètement, ça me nourrit totalement. Donc, je sais pas d'autres idées. Là, j'ai pas d'inspiration. Donc, je fais que ça. Un designer est nécessairement un artiste? Non, pas du tout. Non. Il y a des très bons, des remarquables designers dont vous n'entendrez jamais parler, qui vont s'occuper de choses extrêmement spécifiques, qui vont être intégrés dans des boîtes extrêmement spécifiques, mais dont la virtuosité de leur esprit nous sert tous les jours. Donc, Mathieu, pour terminer cette pause, est-ce que toi, justement, tu as un endroit où tu aimes aller pour faire une pause? Pas trop loin de la mer. Pas trop loin de la mer? Pas trop loin de la mer. Pas trop loin de la mer, c'est avoir accès à la mer? C'est savoir que la mer est potentiellement... C'est quoi l'endroit pour toi? C'est là. Je tourne autour de la Corse. Ouais. Pas mal. Ouais. J'ai un lien avec la Corse. Mon père y a vécu pendant la guerre, étant lui-même enfant. Donc après, il nous a trimballé un peu partout en Corse. Ensuite, ils y ont habité. Je m'y suis marié avec Cécile qui était là. Aujourd'hui, il quitte la Corse. Donc je suis un peu orphelin de ce truc. On verra si on y retourne. Mais oui, si je dois répondre comme ça, c'est la chose la plus évidente pour moi. Quelle superbe île, notre île de Corse. S'il y avait quelqu'un que tu aimerais avoir à ta place, écouter, voir ces prochaines semaines, ces prochains mois, il y aurait quelqu'un que tu aimerais qu'on invite après cette expérience? Tu as une idée? Faut que tu me laisses réfléchir. On n'a pas le temps. Je prends Philippe Starck. Hein. Tu l'as jamais invité? Non. Ouais. Des choses à raconter. Bien sûr. Merci pour ton temps. Merci Mathieu. beaucoup. S'il y a des gens qui veulent te contacter, des gens soit parce qu'ils trouvent ton parcours inspirant, parce qu'ils ont des questions à te poser, c'est quoi la manière la plus facile de te contacter pour que tu puisses leur répondre? Instagram. Ah ouais. Okay. Je réponds à tout le monde. Okay. Je réponds à tout le monde. Ton compte Instagram? Mathieu Le Hanner? Mathieu Le Hanner. Il est facile. Facile. Et c'est moi qui le gère. Et je suis le seul à le gérer, donc c'est assez facile. Vous tombez directement dans ma poche. Vous pouvez le contacter, Mathieu. Exactement. Mathieu, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.